Bonjour à toutes et à tous, c'est Gisèle de Sortir du colonialisme avec vous sur Radio Libertaire 89.4 jusqu'à 17h30. Roxana parlera tout à l'heure de sa chronique des Amériques et on aura Nils au téléphone parce que malheureusement il n'est pas avec nous pour sa chronique anticoloniale. Aujourd'hui, le thème de notre conversation, c'est la France-Afrique. La France-Afrique, c'est un concept créé par François-Xavier Verschave qui est mort en 2005 et dont l'association Survie poursuit le travail. Alors, la France-Afrique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un système de réseau occulte, étatico-mafieux, par lequel la France continue à maintenir sa domination sur les pays officiellement décolonisés depuis 50 ans. La France-Afrique, comment ça marche ? Très simple, il suffit de prendre un dictateur milliardaire, qui doit son pouvoir à l'appui à la fois militaire et diplomatique de l'Élysée, pour piller les matières premières de son pays. Parce que la France veut bien aider, mais il faut quand même que ça lui rapporte. Si par hasard il lui prenait l'idée de défier la métropole, il serait immédiatement assassiné par les services secrets, comme l'a été Olympio au Togo en 63 ou Sankara au Burkina en 87. Avec quels outils marche la France-Afrique ? Eh bien, elle a toute une série de leviers à sa disposition. Un levier armé, un levier logistique, avec l'aide des entreprises françaises dont nous parlerons avec notre invité, monétaire, avec le franc CFA qui est arrimé à l'euro et garanti par le Trésor public français, et avec un levier très important, un levier diplomatique à la fois officiel, avec des officines comme l'aide publique au développement, ou secret avec les fameuses valises. La France-Afrique, c'est donc l'histoire d'un capitalisme décomplexé, basé sur une idéologie du mépris envers les populations africaines et qui remonte au temps de la colonisation. Alors voilà pour la théorie. Pour passer aux travaux pratiques, nous avons le Cameroun de Paul Biya. Et pour en parler, notre invité, Augusta Epagna de l'UPC. Bonjour Augusta. Bonjour. Mais juste avant de démarrer notre entretien, on va s'écouter un morceau que personnellement je kiffe bien. Saul Makossa par Manu Dibango. Mama ko mama sa mako makosa mama ko mama sa mako makosa mama ko mama sa mako makosa mama ko mama sa mama makosa Sumanye Mosoma Tanga tipo ombu satanga ne usama kosa Alumuna sisi ya ya sama kosa Amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga, umbu satanga, ne sama kosa. Ni kanso. Mama ko, mama sama komakosa, mama ko, mama sama komakosa, mama ko, mama sama komakosa, mama sama komakosa. Right on. Mandila.
Makosa, bata somos todos. Yonse, bata Yonse, Makosa. Bana roka rona ye, dewa, sema rona Makosa. Bana. Afra babane de Natala ngani Makosa. Modele au Cameroun, Wende, Nakia. Nana money. On peut parler donc de décolonisation à propos du Cameroun. Cette décolonisation, elle s'est faite dans la violence et dans le silence. Alors Augusta, est-ce que tu peux nous dire comment Paul Biya est arrivé au pouvoir et comment face à lui se retrouve l'Union des populations du Cameroun, qui est une organisation, je crois, anticolonialiste et panafricaniste? Tout à fait, oui. Oui, je peux, bien sûr, mais alors il faut remonter un peu avant Paul Biya parce que le Cameroun est devenu indépendant le 1er janvier 1960 et c'est une conquête de haute lutte puisque l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, est le principal mouvement de libération, parti anticolonialiste camerounais. Je dirais le principal parti politique d'opposition proposant une véritable alternative politique en rupture avec le néocolonialisme et né le 10 avril 1948. C'est un parti qui, dans un premier temps, alors faut savoir que le Cameroun était sous tutelle des Nations Unies et n'était pas une colonie à proprement parler. Donc les Nations Unies avaient confié la tutelle du Cameroun à la France. Cameroun qui a été d'abord sous domination allemande, qui à la fin de la Première Guerre mondiale, on sait pas, les colonialistes se sont partagés le gâteau entre les Français et les Anglais. Donc il y a eu partition du Cameroun. Et donc l'Union des populations du Cameroun née en 48, au départ revendiquait la réunification du Cameroun, donc le rassemblement des deux parties du Cameroun, anglophone, francophone, entre guillemets, et l'indépendance. Et dans un premier temps, ça a été fait de façon extrêmement pacifique. Donc il y a eu plusieurs délégations conduites par Ruben Oumiobe, qui est le fondateur de l'Union des populations du Cameroun, qui sont allées aux Nations Unies porter des pétitions, réclamer la réunification et l'indépendance. Et il y a eu répression systématique de toutes les manifestations engagées par l'UPC et avec UPC qui était un parti extrêmement puissant, et l'Union des populations incarne vraiment l'idée de l'unité du peuple camerounais et d'une volonté de rassembler les Camerounais, quelle que soit leur origine ethnique, hommes, femmes, religieuses, etc., etc. Donc ça a été ça vraiment l'un des fondements de l'Union des populations du Cameroun. Tu parles de répression, on peut dire que la France a une réelle responsabilité à la fois militaire et policière dans la répression qu'a subi l'UPC, parce qu'elle a mis en place une sorte de massacre systématique des populations avec tout ce qu'on connaît, quoi, viol, torture, utilisation du napalm pour raser les villages. Absolument, absolument. Il y a une tradition de répression très 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 violente au Cameroun de la part du colonialisme français dès la naissance de l'UPC, même bien avant, parce qu'il y a eu les travaux forcés, etc. Mais dès la naissance de l'UPC, ça a été répression systématique, arrestation, brimade, assassinat, etc. Et il faut savoir que l'UPC, en mai 55, lors d'une manifestation pacifique qui réunissait des milliers et des milliers de personnes, il y avait plus de 5000 personnes, hommes, femmes, enfants, etc., qui réclamaient donc la réunification et l'indépendance. Les colonialistes français ont fait tirer dans le tas. On tirait dans le tas, notamment les militaires, donc, ont tiré dans le tas, et il y a eu plus de 5000 morts. Et c'est comme ça que l'UPC a été contrainte et forcée de prendre les armes.
Donc il y a eu, on a été le seul pays d'Afrique noire à engager la lutte armée en même temps que l'Algérie quasiment, Oui. En même temps que le FLN en Algérie. Dates, Absolument. effectivement. Et donc on s'est battu et il y a eu les derniers maquis remontent aux années 67. Et donc il y a eu volonté de décapitation systématique du mouvement nationaliste camerounais à travers des assassinats. C'est D'abord ce que de j'allais te Oumniobé. dire, oui, une vraie liquidation physique Absolument. des chefs historiques du mouvement. Absolument. Rouben Oumniobé, le fondateur, le 13 septembre 1955, a été assassiné dans le maquis par les colonialistes français. Félix Roland Moumier a été empoisonné en janvier 60 en Suisse par l'armée, quelqu'un des services secrets français, un représentant qui s'est fait passer pour un journaliste. Parce qu'il est astucieux. Oui, très astucieux, mais malheureusement, bon, ça s'est terminé dramatiquement. Et ensuite, Ernest Swandier qui a été assassiné en janvier 71, par Ahidjo. Ahidjo qui a été donc il faut savoir qu'en 50 ans, nous n'avons eu que 2 présidents de la République. Oui. Donc Ahidjo installé le 1er janvier 60 par la France à la tête du pouvoir. Ahidjo qui s'est toujours battu contre l'indépendance, et c'est lui que les Français, évidemment estimant que c'était un loyal serviteur, ont installé à la tête du pays le 1er janvier 60, et pendant qu'il était intronisé entre guillemets, il y avait des manifestations populaires dans tout le pays pour protester contre l'installation d'Ahidjo, qui bien évidemment ne représentait en rien les forces politiques et sociales qui s'étaient battues pour l'indépendance. C'est le principe de la France-Afrique, mettre une marionnette à la tête de... Absolument. Et donc Ahidjo a été un très loyal serviteur jusqu'en 82. Biya lui-même l'a servi depuis, était secrétaire d'État, était ministre, etc., était Premier ministre. Et lorsque Ahidjo en 82, parce que on le disait malade, etc., a renoncer au pouvoir, entre guillemets, il a fait la passation à Biya, qui était donc son fidèle continuateur et le fidèle continuateur de la France-Afrique. Okay. C'est comme ça que Biya est arrivé au pouvoir. Et quand on parle de répression, cette répression contre l'UPC n'est évidemment pas terminée, elle continue à perdurer. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé lors de votre dernier congrès ? Alors, l'UPC donc tient régulièrement ses congrès. Et bon, ça n'a pas toujours été le cas parce que l'UPC a été contrainte à la clandestinité jusqu'en 90, où il y a eu effectivement cette montée dans tous les pays d'Afrique de ces luttes pour le multipartisme et la démocratisation. Et donc c'est en 90 que l'UPC a à nouveau pu s'exprimer, disons un peu plus ouvertement. Et lors de notre dernier congrès, donc en août 2011, oui, il y a quelques mois. Donc il y a 2 mois quoi. On a été encerclé donc par la BIR, la brigade d'intervention rapide, qui est une brigade, comme son nom l'indique, qui intervient quand il y a des troubles, quand il y a besoin d'intervenir rapidement lors de troubles à l'ordre public, etc. Ce qui n'était absolument pas le cas, puisque nous étions censés tenir notre congrès à notre siège et à Douala. Et donc dans un lieu privé, oui. Et on a été encerclés, on s'est retrouvés encerclés pendant plus de 5 jours, sachant, parce que évidemment malheureusement on a subi ce type d'interdiction régulièrement et toujours au dernier moment, c'est pas la première fois, donc on avait prévu un plan B. Donc on a ouvert le congrès sans problème le premier jour, le 12 août, et on a pu dès le lendemain on s'est déporté dans un autre lieu, et on a bien fait puisque le siège a été encerclé durant 5 jours, jusqu'à la fin du congrès. Le siège a été encerclé par les militaires qui ont tenté de nous intimider, notamment les camarades qui revenaient au siège pour récupérer des affaires, etc. Il y a même eu quelques camarades qui ont été séquestrés dans la nuit du 12 au 13, les camarades qui avaient dormi sur le site.